invité sur ce webinaire sur donc, le suivi du surpoids et de l'obésité en ville, adultes et pédiatriques, et pour voir un peu la complémentarité entre les différents professionnels qui peuvent prendre en charge ces patients. Et donc, pour ça, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui une multitude d'intervenants pour pouvoir vraiment partager, échanger et montrer les différentes visions de chacun des professionnels. Donc, le docteur Samuel Vaillant, 3 diététiciennes, Floriane Breton, Alice Lecard et Laurence Grégoire, 2 infirmières azalées, Héloïse Blin, Valérie Boutier, une enseignante en activité physique adaptée, Ambre Fouillé, et une psychologue, Olivia Corvez. Si vous voulez, les uns et les autres, vous pourrez vous présenter au moment où vous interviendrez, comme ça vous pourrez en dire un peu plus sur ce que vous faites exactement. Et puis, on va débuter juste avec quelques mots introductifs sur les nouvelles recommandations HAS sur le guide de bonne pratique pour la prise en charge des patients en surpoids en obésité. Donc, c'est des nouveautés de 2022 avec des mises à jour en 2023. Il y a eu un guide sur le parcours de soins du surpoids et de l'obésité de l'enfant et de l'adolescent. Et puis, en 2023, également pour la version adulte. Donc ça, ce sont les recommandations HAS qui ont permis de mettre en avant ce qui était déjà un petit peu historiquement dans les recommandations, mais d'appuyer sur le fait que vraiment la prise en charge de l'obésité, c'est une prise en charge multidimensionnelle, avec à la fois les comorbidités, une prise en compte des habitudes de vie, de l'environnement, la qualité de vie, les prises en charge antérieures, l'aspect psychologique, social, économique, la situation familiale, etc. On voit bien que l'obésité va au-delà de la simple prise en charge diététique ou activité physique, comme on peut parfois l'entendre, mais il y a vraiment une prise en charge multidimensionnelle. Donc ça, c'était issu des recommandations HAS adultes. Et pour la pédiatrie, on a le même schéma avec une petite spécificité autour de la scolarité. Et puis également, un point sur le changement des habitudes de vie pour voir comment est-ce que les habitudes de vie peuvent perdurer dans le temps. Nouveauté aussi avec ces recommandations, c'est autour de la gradation et de la modulation des soins selon la complexité de la situation. Donc, on parle maintenant de 3 situations. Situation de surpoids ou d'obésité sans complications, donc obésité dite non complexe. Des situations d'obésité complexes et des situations d'obésité très complexes. En fonction du degré de complexité de cette obésité, on va avoir une intensité des interventions, le nom et un nombre et profil de professionnels qui peuvent varier. Pour la prise en charge de ville, vous êtes surtout concerné par les situations de surpoids ou d'obésité sans complications, donc dites non complexes. Et ensuite, plus ça se complexifie, plus on peut avoir des prises en charge en termes de programme ETP, d'hospitalisation, etc. Mais voilà, les équipes de ville, même si vous pouvez avoir des rôles aussi dans les obésités un peu plus complexes, vous êtes essentiellement sur ces obésités non complexes, avec un fonctionnement d'équipe pluriprofessionnelle comme on va le voir aujourd'hui. Et dans les recommandations, ils mettent en avant aussi l'approche de l'éducation thérapeutique qui est importante pour le suivi de ces patients, avec l'importance aussi du suivi médical global et régulier sur plusieurs années. Donc, il y a bien cette notion que ça perdure dans le temps et que ce n'est pas une prise en charge simple à un moment donné, mais que c'est vraiment quelque chose sur le long terme. Pour essayer d'appuyer un petit peu le rôle de chacun des professionnels dans les recommandations HAS, vous pourrez aller voir que ce soit pour l'adulte ou la pédiatrie, il y a des fiches qui rappellent le rôle de chacun des professionnels. Et donc, ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, c'est de reprendre les éléments de ces fiches et de vous l'illustrer avec des équipes qui fonctionnent à l'heure actuelle sur ces prises en charge-là. Donc, il y en a 8 pour l'adulte. Et pour les enfants et les ados, il y en a une spécifique sur la médecine scolaire aussi pour bien montrer qu'il y a la prise en compte globale du jeune, que ce soit dans son milieu familial, social, mais aussi au niveau du milieu scolaire. Et ça, c'est une petite nouveauté sur ces nouvelles recommandations HAS. Et le travailleur social aussi qui apparaît pour la dimension un peu plus sociale, justement. Il n'y a par contre pas de fiche sur le médecin traitant à l'heure actuelle. Par contre, il y a des éléments qui concernent le médecin traitant, bien entendu. Et donc, je vais en dire 2 mots et puis après, je vous laisse la parole, docteur Vaillant. Comme ça, vous pourrez compléter. Mais l'idée, c'est que le médecin traitant il puisse réaliser l'évaluation initiale, évaluer les besoins et puis référer à d'autres professionnels en cas de besoin en fonction des problématiques. Et il y a un petit
une petite notification sur le fait des situations non complexes où là, le médecin traitant assure la coordination. Et puis, dans les situations complexes ou très complexes, dans les recommandations, il préconise de désigner un référent de proximité qui peut être là plus en appui pour suivre ses patients. Et je rappelle juste pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément, nous, on a un outil qui s'appelle Cartonut sur le site de l'Astra Nutrition, où vous pouvez retrouver les professionnels qui prennent en charge le surpoids et l'obésité en Pays de la Loire en fonction de l'adresse de votre patient. Donc voilà, ça peut être un petit appui. Si vous voulez, je peux vous laisser compléter et puis prendre la suite aussi avec les infirmières attelées. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Bon, je suis docteur Samuel Vaillant, moi je travaille à la maison de santé de Moidon. Alors, oui, nous, il faut savoir qu'on a déjà 0 formation en nutrition, quasiment pendant nos études. On est surtout formé à la gestion des complications de l'obésité, donc tout ce qui est endocrino, cardiovasculaire, voilà, les diabètes, les choses comme ça. C'est surtout ça qu'on va être amené enfin, pour lesquels on est formé. Après, tout ce qui est plus gestion, enfin vraiment l'alimentation, etc. On a vraiment 0 formation. Enfin, s'il y avait un autre médecin, peut-être qui me dirait que non, ça a changé, mais là, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas terrible. Donc nous, on a surtout un rôle à jouer en pédiatrie, à mon sens, où là, c'est vraiment plutôt facile de dépister les décrochages des courbes de poids. On essaye de connaître un peu les familles, voir les habitudes. Généralement, on sait assez tôt, quand on parle de diversification alimentaire des nourrissons, on sait assez tôt ce qu'il y a dans les assiettes, à peu près. Donc ça permet d'orienter un peu le tir. Après, surtout à l'adolescence aussi. Là, c'est plus compliqué parce on les perd un peu de vue. Bon, on essaie de les voir au moins une fois par an, mais en fonction des ados, en fonction des parents, des familles, c'est pas toujours facile. Après, là où c'est plus compliqué et là où on est vraiment plus embêté, c'est chez l'adulte parce que ils ont déjà leurs habitudes de vie, leurs éventuels traumatismes ou enfin voilà, tout ce qui fait que voilà, peut-être ils peuvent avoir développé une obésité. Donc là, c'est plus compliqué et c'est souvent là qu'on fait appel aux infirmières, récemment aux infirmières azalées, aux diététiciens, diététiciennes. Voilà. En pédiatrie, ça peut arriver aussi. C'est vrai que maintenant, on essaie de mettre en place des protocoles avec Azalée où il y a un protocole pour l'obésité des enfants. Donc, on essaie de les adresser tôt. Dès qu'on voit que le poids il décroche, on essaie de les adresser. Et après, sinon, oui, pour les adultes, c'est vraiment. Là, on passe quand même assez vite la main. Même si voilà, on essaie quand même de débrouiller la situation en termes d'environnement proche du patient, mais on passe assez vite la main. Ça marche, merci. Voilà. Du coup, on peut passer peut-être la main aux infirmières azalées pour nous présenter elles, leur rôle, si ça vous va. Oui, mon binôme Valérie. Ah, c'est là. Salut Valérie. Le son n'a pas l'air de fonctionner du côté de Valérie. C'est bon? Si, ça y est, c'est bon. Voilà. Bonjour. Donc, moi, je suis Valérie Poutier, infirmière azalée au cabinet médical d'Éric et je travaille avec donc 4 médecins et Floriane Breton, qui est ma collègue diététicienne. Je te laisse te présenter, Héloïse. Et donc moi, Héloïse Blin, je suis infirmière azalée dans la MSP de Montdon-la-Rivière, donc avec Samuel Vaillant et Laurence Grégoire, diététicienne. Donc là, avec Valérie, on va vous présenter un peu le rôle de l'infirmière azalée dans le cadre de l'exercice coordonné. Et du coup, je ne sais plus, Valérie, si c'était toi ou moi qui commençait. C'était moi. Donc, dans le cadre de l'exercice coordonné, les médecins nous adressent les enfants et les ados quand il y a un rebond d'obésité précoce, une ascension continue de la courbe d'INC depuis la naissance, un changement rapide de couloir de la courbe, une sortie de courbe, et en fait, on prend en charge, logiquement, on est censé mesurer le périmètre abdominal, voilà, chez l'enfant et faire le relevé. Tu veux compléter? Chez l'adulte, selon le protocole de coopération pour des patients, donc on accompagne des patients de diabétiques de type 2, des patients dans le cadre d'un risque cardiovasculaire. On accompagne également pour le sevrage du tabac et le dépistage de la BPCO. On effectue des consultations de repérage des troubles cognitifs. Alors, ça peut être chez la personne âgée
avec un bilan d'autonomie, on évalue les risques, ça peut être à domicile, les risques de chute, le risque de dénutrition, tout ce qui concerne la personne âgée et les bilans mémoire chez des personnes plus jeunes également. Et depuis peu, au sein d'Azalée, il y a un protocole sur l'asthme pour les ados de plus de 16 ans. Ensuite, donc, le binôme médecin-infirmier veille au repérage des situations plus complexes nécessitant l'intervention d'un diététicien, d'un éducateur sportif adapté, d'une psychologue, d'une IPA. Donc, il y a un rôle de coordination. Je ne vois plus rien. Il y a la création de liens avec les professionnels locaux et les dispositifs existants pour la démarche de soins et l'accompagnement pluridisciplinaire. Donc, en gros, on fait de la coordination, on veille avec le patient et un parcours coordonné. Et tout ça avec une approche d'éducation thérapeutique. On élabore un diagnostic éducatif, un entretien de compréhension initialement. Ensuite, ça peut être un entretien motivationnel. On participe à l'évaluation du degré de dépendance. On contribue à l'élaboration du projet de soins, des actions de communication, de la reformulation des informations de santé. L'idée, c'est de trouver des liens et de lever les leviers et de trouver quels sont les freins pour travailler dessus. Et c'est une analyse multidimensionnelle. Donc, effectivement, on parle d'équilibre alimentaire, sommeil, activité physique, morale, écran, les relations familiales, sociales en général. Voilà le rôle globalement de l'infirmier Azalée. Après, vous pourrez présenter les uns et les autres vos collaborations sur des cas patients. Ah oui, et pardon, j'avais juste rajouté que le guide pour les infirmières en pratique avancée, il y avait une fiche spécifique aussi si certains veulent creuser les infirmières en pratique avancée. Je vous laisse la parole pour les diététiciennes. Bonjour, moi je suis Floriane Breton, je suis diététicienne au cabinet médical d'Éric avec Valérie et les médecins et je suis aussi diététicienne à la maison de santé de Blain et coordinatrice de cette maison de santé. Donc je vais vous présenter le rôle du diététicien et je propose à mes collègues de compléter au fur et à mesure si elles ont des remarques. Peut-être je vais les laisser se présenter déjà au moins. Merci Floriane. Je prends la main, Elvis Feca, je suis diététicienne sur les communes de Pornic et Corsay, dans 2 maisons de santé distinctes, dont celle de Corsay qui est le pôle de santé sud-estuaire et dans laquelle je suis également coordinatrice et je présenterai plus tard, on a un protocole autour du surpoids de l'enfant. Et du coup, bonjour, moi je suis Laurence Grégoire, diététicienne au sein de la maison de santé de Moidon-la-Rivière. Et du coup, j'interviens aussi en éducation thérapeutique dans certains programmes et en éducation et promotion à la santé en collectif sur la prévention primaire. Je vous propose de voir un petit peu le rôle du diététicien dans le parcours de la prise en charge du surpoids et de l'obésité. Donc, concrètement, le diététicien réalise un diagnostic diététique centré sur l'histoire et les besoins du patient. Ce diagnostic, il vient compléter le diagnostic médical pour une démarche de soins globale. Donc, il y a plusieurs, on va dire, il y a 3 grands axes à retenir de la prise en charge diététique. Le diététicien, il identifie les problématiques nutritionnelles qui sont essentiellement ciblées sur les apports, les causes cliniques et ou biologiques, sur les causes environnementales et comportementales, tout en tenant compte des connaissances et des croyances actuelles du patient. Donc, vraiment sur l'instant T de faire un bilan. Concrètement, ça se met en pratique sur une évaluation fine des habitudes alimentaires. On va essayer d'analyser le contexte de prise des repas, l'évaluation quantitative et qualitative des consommations pour avoir un repère sur les ingestats au niveau nutriments, macro et micro, l'étude des rythmes alimentaires, etc. L'objectif, c'est de redonner du sens à l'acte alimentaire, que ce soit au niveau cognitif, c'est-à-dire de lever les restrictions cognitives, et aussi avoir un acte alimentaire dans l'esprit, on va dire, la dimension sensorielle, que le patient se réapproprie ses sens, ses sensations au moment de l'acte alimentaire. On va principalement travailler aussi sur les croyances et les représentations autour de l'alimentation, parce qu'elles sont très présentes chez les patients en situation de surpoids.
On va essayer de relever les perceptions donc, liées à l'alimentation, tout ce qui est travail autour de la faim, la satiété, etc. Et puis, de nouveau, d'identifier les freins au changement. Donc ça, c'est plus, là, on va dire, la partie bilan. Ensuite, on va, nous, dans nos objectifs de prise en charge, on va vraiment tenir compte des facteurs de risque physiopathologiques et psychosociaux pour proposer une alimentation la plus adaptée aux patients selon ses antécédents et puis surtout aussi en fonction de ses besoins nutritionnels spécifiques. En effet, notre objectif, c'est dès le départ d'analyser les compétences d'auto-soin pour finalement partir des connaissances du patient pour développer, en tout cas lui permettre d'acquérir les connaissances nécessaires pour se prendre en charge. Donc, que ce soit sur les besoins nutritionnels, sur les recommandations, et notamment les recommandations gouvernementales, s'assurer qu'ils les comprennent et de voir voilà, un peu pourquoi il y a une mise en pratique ou non. On va essayer de travailler aussi sur le fonctionnement de l'organisme en lien avec l'alimentation pour leur faire voilà, voir s'ils comprennent finalement quels sont les intérêts, les importances de certains échanges, que ce soit énergétiques, mais aussi les apports par rapport au système digestif, au système cardiovasculaire. Et dans tout ça, on va aussi apporter des notions sur la gestion de la fatigue, sur les défenses immunitaires, tout ce qui peut être en lien direct avec l'alimentation. Et puis dans la mise en œuvre, on va faire, voilà, on a deux grands axes, c'est la mise en œuvre de l'alimentation préventive et ou thérapeutique selon si le patient présente d'autres pathologies associées au surpoids. Ça me cache l'écran. Et qui tient compte des traitements du patient. L'idée, c'est de garantir les apports nutritionnels de façon quantitative, mais aussi qualitative, conforme justement à son état physiologique. C'est-à-dire qu'on doit prendre en compte aussi les autres dimensions qui nécessitent un régime alimentaire, enfin en tout cas une alimentation thérapeutique spécifique. Donc ça peut aller de l'alimentation, on va dire, contrôlée en sucre, en sel, en graisse, en protéines, en potassium, l'alimentation pauvre en FODMAPs, etc. Donc nous, on va être là pour vraiment faire l'articulation en fait entre toutes ces alimentations thérapeutiques. Et la troisième dimension, c'est le diététicien qui accompagne le patient dans ses changements de comportement en formulant les objectifs vraiment avec lui, parce que c'est lui qui va être acteur. Nous, on est là pour l'accompagner et lui proposer les recommandations, mais c'est à lui de les rendre concrètes. Et nous, on va voilà, agir plus sur l'éducation nutritionnelle. Donc, ça peut passer sur la proposition de l'équilibre alimentaire, le choix des aliments de façon précise par rapport à son quotidien. L'idée, c'est qu'on se colle le plus possible à ses habitudes de vie pour qu'en fait, le nouveau comportement alimentaire adopté soit le plus facile à mettre en place pour lui. On va parler des équivalences alimentaires, la composition d'un menu, d'un plan alimentaire pour ceux qui le nécessitent. On va les accompagner dans la lecture d'étiquettes pour essayer un petit peu d'éveiller l'esprit critique et puis de se retrouver dans cette jungle de choix alimentaires dans les supermarchés. On va travailler sur l'éveil sensoriel, vraiment sur retrouver en fait le sens, comme je disais au tout début, le sens du repas et puis retrouver le plaisir alimentaire pendant les repas et pas que sur les extras, comme on peut dire, en dehors, sur les grignotages ou les choses comme ça. Donc, de nouveau, on travaille sur les perceptions alimentaires et puis donc voilà, comme je vous disais, développer l'esprit critique, notamment face au marketing. Donc finalement, le diététicien, grâce à sa connaissance fine des aliments, il va rendre les recommandations, on va dire, vraiment gouvernementales ou en tout cas qui émanent de la haute autorité de santé. Il va rendre ses recommandations concrètes, adaptées à son quotidien, c'est-à-dire qu'on ne va pas lui imposer des choses, on va vraiment partir de ce qu'il peut lui mettre en pratique et là où il a envie d'aller travailler. C'est vraiment personnalisé et qui va partir de son besoin à lui. Par rapport aux contraintes individuelles qu'on va intégrer aussi dans nos conseils. Et puis, enfin, surtout en fonction de leur budget, parce que d'un patient à un autre, ils n'ont pas forcément le même budget et ils ne peuvent pas se permettre d'acheter les mêmes produits. Donc là, on va être vraiment très soucieuse de tenir compte de cette enveloppe financière. Notre objectif, c'est de leur permettre quand même une offre alimentaire diversifiée, qui puisse quand même bénéficier le plus possible de choix très larges. Et puis, la priorité, c'est le maintien du plaisir de manger selon leurs habitudes et leurs capacités culinaires. C'est vrai que c'est dans notre formation, c'est d'apprendre les techniques culinaires et de pouvoir les retransmettre aux patients de façon simple et éclairée.
Et les objectifs de la HAS dans les fiches, finalement, par rapport au poids, c'est préconisé qu'on vise une stabilisation du poids, un infléchissement de la courbe de corpulence, une perte de poids dans le temps, c'est-à-dire que ce n'est pas sur 1 mois ou 2 mois, c'est vraiment sur de la durée pour que ça se pérennise. Ça peut passer par une réduction des apports énergétiques, mais de façon modérée et surtout personnalisée. Donc là, nous, on va avoir aussi, on va dire, une grande attention sur l'exploration des troubles du comportement alimentaire, avec tout ce qui va aller finalement avec l'hyperphagie, sur d'éventuelles compulsions. Voilà. L'idée, c'est de nous aussi de poser finalement je ne vais pas dire un diagnostic parce qu'on ne fait pas de diagnostic, mais de plus de s'assurer voilà, qu'il n'y ait pas une présence de troubles de conduite alimentaire, ou en tout cas, s'il y en a, de pouvoir aussi les traiter en accompagnement avec les autres professionnels de santé, bien évidemment. Donc, on remet en fait cette phrase en bas, l'idée, c'est de faire un partage du bilan diététique, que ce soit avec le médecin, mais aussi avec tous les autres professionnels impliqués dans la prise en charge. Et notamment, voilà, par rapport à un trouble du comportement alimentaire, on va faire appel au psychologue pour avoir son éclairage. Voilà. Question sur les FODMAPs, est-ce que tu peux en dire 2 mots sur qu'est-ce que c'est? Oui. Alors, ça va plutôt s'orienter vers les patients qui présentent un syndrome de l'intestin irritable. Ça va concerner les alimentations, les aliments qui sont riches en sucre fermentescible. Et donc, voilà, nous, en tant que diététiciens, on se forme petit à petit à la prise en charge de cette alimentation thérapeutique pour proposer un accompagnement du confort digestif grâce à ces alimentations-là. Après, c'est dans un cadre vraiment précis, avec un lien fait avec le gastro-entérologue. On ne le préconise pas comme ça à la louche. Et voilà, c'est quand il y a des troubles digestifs, on va pouvoir accompagner le patient sous, on va dire, la vue du médecin traitant ou du gastro-entérologue. Merci. Est-ce que Alice ou Laurence, vous voulez compléter sur le rôle de la diététicienne? Très complet. Très concret, très complet. Oui, c'est très complet. Et moi, je dirais qu'en fait, tout ça, là, on l'a extrapolé avec... on a eu des échanges tous les 3, on l'avait extrapolé pour qu'il y ait un découpage, entre guillemets, de ce qu'on fait. Mais évidemment, tout ça, c'est intuitif, en fait, quand on est face à notre patient. Et ça rend parfois... voilà. Là, ça peut peut-être paraître un peu long, mais en fait, ça a été volontaire de le découper. Je vois que tu souris, Floriane. C'était un peu... L'enjeu, c'était aussi de montrer la démarche de soins diététiques, ce que c'est dans le déroulé. Ça montre aussi que les premiers rendez-vous, la rencontre avec le patient prend parfois du temps. Alice, je ne sais pas si tu es d'accord. Ah bah oui. L'anamnèse, pour aller creuser les représentations, ça demande aussi que le patient soit à l'aise et qu'il nous livre des choses. Et du coup, voilà, je voulais juste compléter ça. Merci. Et donc, pour illustrer tout ça, on a des petits cas cliniques qui vont vous être présentés. Oui. Donc là, c'est Valérie qui va vous présenter et je ferai le lien au moment où il y a la prise en charge diététique. Voilà. Donc, voilà, on va vous parler d'une patiente. Madame P est adressée par son médecin, donc m'est adressée dans le cadre du protocole risque cardiovasculaire. Donc, c'est une patiente qui présentait des céphalées, d'hypertension et un léger surpoids, IMC à 25. Elle évoque une prise de poids récente associée à du stress et à la ménopause. Elle a une vie sociale très active. Madame P se pèse tous les jours, a déjà fait plusieurs régimes restrictifs et elle évoque une peur panique face à la perte de contrôle, donc c'est une leste comptable, et à sa prise de poids. Se dit être dans le corps de quelqu'un d'autre et elle présente une anosmie post-Covid. La patiente a déjà fait beaucoup de régimes auparavant, donc avec de multiples régimes différents, et s'est enfoncée dans une forte restriction cognitive, donc avec des pesées, avec de fortes croyances alimentaires. Donc, pour pouvoir retravailler tout ce qui est au niveau alimentaire, au niveau des représentations, je l'ai adressé à Floriane parce qu'il y avait vraiment des questions extrêmement précises et pointues, où là, nous, nos connaissances en équilibre alimentaire, voilà, nous, on fait la base de l'équilibre alimentaire, où on retrie un petit peu sur leurs idées, mais là, vraiment, c'était vraiment pour avoir quelque chose de plus précis et qu'elle retravaille toutes ces idées qui étaient vraiment instaurées, vraiment bien installées.
Donc, j'ai appelé Floriane, je lui ai parlé de la patiente. Donc, j'ai parlé de mon diagnostic d'éducation thérapeutique que j'ai partagé avec la patiente. La patiente était OK sur mon diagnostic d'éducation thérapeutique. Donc, parmi nos objectifs, c'était la gestion des émotions, la prise en charge du sommeil et l'activité physique. L'aspect alimentaire semblait donc, ce que je disais tout à l'heure, nécessiter un travail approfondi avec une experte en nutrition, donc pour aborder plus précisément la connaissance des aliments. Donc, la patiente, Valérie a pris contact avec moi, donc on a pu en échanger. J'ai contacté la patiente pour lui proposer un rendez-vous. Donc, au départ, elle était un peu sur la réserve. Et puis, finalement, au bout de 3 consultations, elle se sent rassurée. Elle a vu que les messages entre Valérie et moi étaient complémentaires et surtout que nos discours, ils étaient concordants, c'est-à-dire qu'on allait dans le même sens. Et ça l'a énormément rassurée de ne pas avoir une cacophonie d'informations. L'expertise sur les connaissances alimentaires et le fonctionnement de l'organisme ont permis vraiment à Madame P de retrouver une sérénité dans son comportement face à l'assiette. Voilà, elle me l'a dit dès le 2e rendez-vous que en fait, elle avait besoin de comprendre comment ça fonctionnait pour pouvoir mettre en pratique plus facilement. Elle avait une grosse appréhension de sa vie sociale qui est très active et du coup, on a vraiment retravaillé sur la réappropriation du plaisir de manger pendant les événements pour que on puisse un petit peu revenir sur de la sérénité alimentaire autour de l'assiette. Et alors, donc, je l'ai invitée, c'était convenu dès le départ, parce que Madame P, elle m'a dit, voilà, je n'ai pas beaucoup de budget, je veux bien faire le suivi avec une diététicienne, mais par contre, je ne pourrais pas faire un suivi sur du long cours. Donc, c'est convenu dès le départ, en fait, qu'elle vienne me voir pour faire vraiment établir un bilan diététique avec des objectifs précis. Et en fait, ce qu'on a proposé à Madame P, c'est qu'elle reprenne le suivi avec Valérie pour maintenir les objectifs, et notamment avec la motivation, le travail de l'entretien motivationnel avec Valérie, et qu'en cas de questions de nouveau spécifiques ou de problématiques, que Valérie propose à Madame P de me la réadresser sur des séances plus ponctuelles. Voilà pour notre cas. En fonction du budget des patients qui parfois peut être une limite pour la prise en charge diététique notamment. Ça peut être une solution de proposer un peu une alternance en fonction des besoins. Et bien, si vous voulez, on peut passer au 2e cas. S'il y a des questions entre-temps, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On peut les relayer au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à les poser par écrit. Et puis, je vous laisse la parole pour le cas clinique de Madame ou Monsieur B, pardon. Du coup, c'était chez nous à Moidon. Donc, Monsieur B, patient surpoids et diabétique, suivi par du coup Samuel Vaillant, orienté vers Héloïse pour accompagnement autour de la question du diabète et du poids. Héloïse, tu ne comprends pas plus en détail, mais tu as travaillé avec lui, tu as identifié avec lui aussi la question du moral. Tu as creusé les freins et les leviers. Voilà. Tu as mené quelques rendez-vous avec lui sur l'observance du traitement, sur la gestion du diabète, sur le protocole d'adaptation des doses du traitement, voilà, avec le suivi de son relevé, vraiment de la spécifique au diabète, mais le suivi en tout cas de ses glycémies, etc. Et puis, il avait des attentes et des besoins plus précis en matière d'alimentation. Donc là, Héloïse me l'a orienté. Nous, à Moidon, on utilise une application mobile qui s'appelle Globule, qui est une appli sécurisée, qui nous permet du coup, par exemple là pour ce cas-là, d'avoir le même niveau d'information tous les 3 au même moment. C'est une messagerie instantanée, donc on se partage des infos assez simples et assez synthétiques normalement. Avec l'accord du patient en amont. Et avec l'accord du patient en amont, voilà. Et donc là, Monsieur B, moi je l'ai vu 2 fois en rendez-vous, une 3e un peu plus tard. Donc la première fois, on a revu ses connaissances sur l'équilibre alimentaire, ses habitudes. Et puis, à la 2e séance, il avait un besoin plus précis sur la question de l'insulinothérapie fonctionnelle, jusqu'à se rendre compte que en fait, ce n'était pas vraiment ça qu'il voulait, mais il avait besoin d'explorer. Et puis, c'est un patient en fait, qu'on a orienté très vite vers du collectif au sein d'une association qu'on a créée sur Moidon qui s'appelle Sentez-vous bien. Et là, c'est un patient à qui on a proposé de l'activité physique adaptée en collectif et de participer à des ateliers cuisine.
C'est un patient qui avait aussi un gros besoin de retrouver du lien social, malgré un fort tempérament. Et donc, il est devenu aussi bénévole de l'association. Il m'aide à faire les courses, par exemple. Et donc ça l'aide aussi, mine de rien, parce que ça nous a permis de travailler sur la question de l'optimisation des courses, la lecture des étiquettes, et puis du coup, la réalisation de menus. Voilà. Donc, en consultation, on a continué à travailler sur les croyances, sur ses connaissances. C'est un patient... Quel âge il a, monsieur? 75, c'est un patient de 76 ans, donc on a aussi adapté à toute son histoire de vie. Les objectifs, forcément, ils sont vraiment... on est sur des petits objectifs. Et on a surtout en fait mis en avant nos discours communs sur le trio traitement, alimentation, activité physique dans la gestion du diabète. Ça va aussi de pair avec en fait la prévention du coup des risques autour de son surpoids. C'est un patient qui vient moins en consultation diététique maintenant, mais du coup il sait que la porte reste ouverte et je continue de le voir au sein de l'association Santé ou Bien. Et Héloïse continue de l'accompagner. Effectivement, et avec une fréquence moindre aussi maintenant. Maintenant qu'on a travaillé bien sur ces représentations, c'était surtout ça qu'il avait besoin, je pense qu'on avance sur ces représentations. Et ce triple accompagnement à nous trois, ça lui a été vraiment bénéfique. Oui, parce que là, nous, en tant que médecin, on va plus appuyer sur ce que font les paramédicaux. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'interroger le patient à chaque fois sur, voilà, est-ce que vous avez revu la diététicienne, est-ce que vous avez revu l'infirmière, comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous en avez pensé. Du coup, on essaye d'arrondir les angles des fois. Voilà, c'est un patient avec un fort caractère, donc là, pour le coup, il y a du travail à faire là-dessus, mais essayer de repréciser un peu les messages et des fois sur des trucs qui ne sont pas forcément toujours bien compris ou voilà, des idées reçues qu'il peut avoir. Mais l'idée, c'est surtout de maintenir un lien et de garder la main dessus, entre guillemets, et voilà, vraiment pas perdre le lien avec lui. Voilà, donc nous, après, c'est vrai qu'on a pour objectiver, après, c'est par exemple là, dans le cas du diabète, on a des paramètres, on a des prises de sang, des paramètres biologiques qui peuvent l'aider aussi. Et nous, c'est vrai qu'on va insister plus là-dessus, sur les traitements. Donc, c'est vrai que dans certains cas, ça peut permettre de diminuer les insulinothérapies, et ça marche plutôt bien. Enfin, même de diminuer certains traitements, d'enlever des cachets, des choses comme ça. Donc pour nous, pour nous et pour le patient, mais c'est une plus-value indiscutable. Que les infirmières azalées, elles adressent systématiquement aux diététiciens en cas de problématique alimentaire détectée. Et s'il n'y a pas de diététicien dans la MSP, comment ça se passe? Vers qui adresser le patient? Moi, je peux répondre à cette question. Donc, moi, j'ai une collègue dans mon cabinet, mais j'ai travaillé dans d'autres cabinets et j'avais, moi, personnellement, essayé de chercher les diététiciens avec qui j'allais travailler. C'est là que les CPTS rentrent en jeu parce que quand on rencontre les diététiciennes lors des réunions de CPTS, on se connaît, on sait comment on travaille. Voilà. Et nous, on recherche souvent une diététicienne qui fait un peu de TP. Voilà. Et moi je vois, on a une patiente, Floriane a une patiente qui lui a été adressée par ma collègue Azalée de la ville d'à côté, du secteur, de la CPTS, et du coup, elle est vue dans ce cabinet par Floriane. Et elle communique avec elle, voilà, il y a un échange de compte rendu. Pour les comptes rendus, les diététiciennes, nous, soit nous passent le compte rendu et on le met dans le logiciel, ou elles le donnent directement au médecin. Mais c'est important que du coup, c'est vraiment le travail, le trinôme avec le médecin, et qu'il y a une trace écrite comme ça. Alors déjà, ça valorise le travail de tout le monde, hein, et que c'est dans le dossier médical. Je ne sais pas si tu veux compléter. Très bien. Notamment en Vendée, on peut adresser à Vendée Diabète pour les programmes ETP. Et donc, pour l'obésité, de la même façon, il y a des programmes ETP qui existent vers qui vous pouvez orienter les patients sans problème. Super, merci. Ce que je vous propose, c'est qu'on avance plutôt maintenant sur le rôle de l'enseignant en activité physique adaptée avec Ambre. Et puis, bien sûr, s'il y a des questions, vous pouvez continuer à les poser dans le chat. Bonjour à tous, du coup je suis Ambre Fouillet, enseignante en activité physique adaptée sur la commune de Pornic, également sur le Pays de Ré, puisque du coup j'interviens à la fois au sein de ma salle qui est située dans un cabinet médical
et également au domicile des patients lorsqu'ils ne peuvent pas ou ne souhaitent pas se déplacer. Je vais vous présenter du coup le rôle de l'enseignant en activité physique adaptée. Déjà, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire la prescription médicale. Tous les patients qui arrivent pour le bilan viennent avec une prescription médicale de leur médecin traitant, qui se traduit souvent sous forme de certificat médical, avec en plus bien souvent vous connaissez peut-être la plateforme On y va par laquelle la plupart des médecins maintenant adressent leurs patients. Donc c'est très intéressant pour nous puisque grâce à ce certificat médical qui est sur la plateforme On y va, cela nous donne quand même pas mal d'informations sur le patient, notamment sur des freins à la pratique. Et du coup, c'est vrai que pour commencer le bilan et pour en savoir un petit peu plus sur le patient, c'est vraiment très, très intéressant pour nous. Donc, durant ce bilan, l'idée, c'est vraiment d'échanger avec le patient. Dans un premier temps, voilà, tout se base sur l'échange, notamment sur les aptitudes physiques motrices, les potentielles douleurs, les traitements, les angoisses, parce que bien souvent, l'activité physique peut être source d'angoisse. Et dans un deuxième temps, il y a aussi une partie test. Donc, ça va être des tests autour de la souplesse, de l'équilibre, de l'impact du cardio sur les différents exercices, etc. Voilà, donc ça, c'est globalement pour le premier rendez-vous. L'idée, en fait, c'est aussi de comprendre s'il s'agit d'une reprise d'activité physique ou alors plutôt d'un début d'activité physique, tout simplement, afin de pouvoir connaître les attentes du patient vis-à-vis de la prise en charge. Ça peut aussi être discuté autour des envies du patient. Si, par exemple, un patient adore être dehors, c'est vrai qu'il est préférable peut-être de lui proposer une activité en extérieur pour qu'il adhère au programme. L'idée étant que le patient soit motivé pour venir aux séances et pour ensuite continuer à faire ses séances plus tard. Donc, trouver une activité qui lui convienne et qui soit adaptée à ses besoins. Voilà. L'objectif final de tout ça, finalement, c'est quand même de lutter contre la sédentarité, bien sûr. C'est l'objectif principal. Et puis également par la suite potentiellement de réorienter le patient soit vers une autre structure sportive ou bien vers des activités différentes. Bien souvent, c'est vrai que les séances d'activité physique adaptée sont, je ne vais pas dire ponctuelles, mais en tout cas, elles sont vouées à durer un certain temps pour après potentiellement réorienter la personne vers une autre activité, soit une activité qui lui convient plus de par l'intensité ou alors tout simplement qui lui convient plus parce que c'est une activité qui lui fait plaisir. Voilà, tout simplement. Et je pense avoir fait le tour, sauf s'il y a des questions, bien sûr. Il n'y aura pas, mais sur comment orienter vers des diététiciennes membres de l'Astra Nutrition. Je vais vous mettre dans le chat un lien vers notre site internet où vous pouvez vous créer un compte via un formulaire en ligne tout simplement pour pouvoir accéder à Cartonut, qui est une cartographie qui répertorie les professionnels vers qui vous pouvez orienter vos patients. Donc, ça ne concerne pas que les diététiciens. Il y a des infirmiers, des enseignants en activité physique adaptée, des psychologues, etc. Il ne faut pas hésiter à vous créer un compte pour consulter la cartographie. Et si vous prenez en charge des patients, vous pouvez aussi vous créer un compte pour apparaître sur la cartographie. Petite vigilance en ce moment, la cartographie est très longue à charger. On est en train de régler le problème, mais il faut être un petit peu patient pour charger la cartographie. C'était la petite aparté sur Cartonut, mais du coup, Ambre et Alice, si vous voulez, je vous laisse poursuivre avec votre exemple de prise en charge. Très bien, je prends la main tranquillement. Effectivement, je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais Ambre intervient du coup dans le pôle de santé sud-estuaire, donc sur Corsay. Donc, on est toutes les deux en coordination, si je peux dire, autour du coup du PAPS, plan d'accompagnement personnalisé du surpoids, qui est du coup sur le Pays de Retz depuis 2014. Donc, ça commence déjà à faire quelques années. On arrive à 98 enfants. J'ai eu mon 98e hier même intégré, donc on n'est pas encore à 100, mais bientôt. Sur du coup depuis 2014, intégré âgé de 4 à 15 ans pour vous donner du coup une idée. Et donc l'intérêt de ce plan d'accompagnement, c'est de faire du coup des
un bilan d'adhésion et de proposer derrière des prises en charge coordonnées en ville autour du coup de la diététique, de l'activité physique adaptée, mais également autour de la psychologie. On a une psychologue et une psychopraticienne en binôme qui interviennent en fonction des besoins. On a de la sophrologie, on a de la psychomote, on a de l'ostéopathie. Enfin, voilà, l'idée, c'est d'avoir une prise en charge très globale autour du surpoids de l'enfant en fonction des besoins mis en évidence dans le cadre d'une démarche de TP, évidemment. Du coup, au niveau du cas clinique qu'on va présenter, donc c'est mademoiselle M, du coup, je vois bien que tu as enlevé le prénom, Florem, qui a 7 ans et demi, et qui a été adhérée du coup en novembre 2021 avec une fin de parcours en mai 2023, donc un parcours relativement long puisqu'on a plutôt vocation à avoir des parcours d'à peu près 12 mois. Donc voilà, elle a bénéficié d'un parcours un peu plus prolongé, qui a été orienté du coup par son médecin traitant devant une courbe d'indice masse corporelle du coup qui était ascendante et un rebond d'adiposité détecté à l'âge de 5 ans, donc un peu plus précoce et avec des grandes difficultés émotionnelles autour des repas, beaucoup de colère et de refus à s'alimenter. Donc, le premier bilan dans le cadre du PAPS dure 1h30. Donc, Laurence rebondissait tout à l'heure sur le temps pris lors des premiers rendez-vous. Donc là, dans le cadre du protocole, je me permets de prendre un peu plus longtemps que dans mon activité de diététicienne de ville, parce que on a des financements derrière qui nous permettent de prendre ce temps-là. Et du coup, d'avoir un bilan qui va nous permettre d'explorer, si je peux dire, tous les champs, donc le champ environnemental, les rythmes de vie, les repas, l'activité, les écrans, le sommeil, la représentation de l'enfant, de comment l'enfant se sent, comment il est, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il souhaite, toutes les croyances aussi parentales autour de ce surpoids de leur enfant et de l'alimentation en tant que telle. Voilà, donc 1h30 pour prendre en compte tout ça. Et donc, à la fin, l'orientation pluripro, comme je vous expliquais tout à l'heure. Dans le cas du coup de cette petite puce, elle a pu avoir l'orientation vers du coup Ambre pour un bilan et donc 4 séances. Je laisserai Ambre du coup expliquer ce qu'elle a pu faire avec elle. Et moi, je l'ai vu du coup sur 4 séances étalées du coup à peu près sur 8-10 mois. Donc, le but, c'est vraiment de l'avoir plutôt sur du long terme plutôt que de l'avoir de façon très rapprochée et de voir comment la famille et elle a pu s'accaparer des recommandations et des objectifs. Petit aparté, je ne l'ai pas précisé sur sur l'environnement de vie de cette petite puce, elle est toute seule du coup avec ses 2 parents. Voilà, pas de frères et sœurs, et du coup une maman qui s'inquiète devant cette prise de poids importante. Du coup, mon travail, c'est beaucoup axé autour de la sensorialité, la découverte des aliments. C'est une petite fille qui était très, très, très fermée à la nouveauté. Donc, une néophobie sûrement accompagnée d'un trouble alimentaire pédiatrique, mais que bien sûr, je ne diagnostique pas. Donc là, moi, j'ai réorienté après vers de l'orthophonie éventuellement. Mais du coup, l'idée, c'est déjà de réassurer vers les légumes qu'elle refusait systématiquement. L'apaisement des conflits à table, on avait des parents qui étaient du coup toujours dans le conflit, dans l'idée il fallait qu'elle mange, il fallait qu'elle goûte. Donc, il y avait vraiment tout un contexte émotionnel très particulier. Un peu de guidance parentale sur les choix de produits à disposition dans les placards. Donc, moi, mon rôle, c'est vraiment de rappeler qu'il y a un partage de responsabilité au sein de la famille, que ce n'est pas à l'enfant de décider ce qu'il y a dans les placards, mais c'est aux parents. Donc, on fait un peu de guidance sur ça, le choix de produits. Donc là, il y a un peu de guidance nutritionnelle, si je peux dire, concrètement. Avec l'enfant, on va travailler autour de tout ce qui est... j'enlève ça. Tout ce qui est faim, satiété, rassasiement, enfin voilà, où est-ce qu'elle se situe, elle, directement par rapport à ces sensations, où les enfants en surpoids sont souvent coupés, mais les adultes également d'ailleurs, de toutes ces sensations. Donc, moi, je parle beaucoup de dire à l'enfant, tu n'es pas une tête sur une masse, tu as un corps, et donc ce corps va te parler. Donc l'idée, c'est de découvrir tout ce qui se passe par ce biais-là, et c'est le lien aussi avec l'activité physique adaptée et la sophrologie. Et puis, on a travaillé avec elle sur la tachyphagie, qui est aussi une particularité très commune sur les enfants en surpoids. Donc, voilà pour ma part. Donc, sur 4 séances, ça peut, beaucoup d'objectifs de balayer, mais avec des parents qui font le travail, si je peux dire, entre chaque séance, d'où l'idée de laisser ce temps d'exercice à chaque fois. Et je laisse la main, du coup, à Ambre. Oui. Donc moi, j'ai rencontré cette jeune fille au mois de janvier 2023, donc ça faisait déjà un petit bout de temps qu'elle était intégrée au parcours. De mémoire, elle venait tout juste de finir avec la psychomotricienne, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, ça faisait pas très longtemps. L'idée, c'était donc de réaliser 4 séances, un bilan puis 4 séances. Les 4 séances étant étalées sur un mois, donc c'est-à-dire une séance hebdomadaire.
Ce choix-là est fait surtout pour instaurer une régularité dans les séances. Si on voyait l'enfant une fois par mois, c'est vrai que c'est assez difficile d'instaurer voilà, une régularité dans les exercices, dans la pratique. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire comprendre à l'enfant, mais aussi à la famille, l'importance de bouger régulièrement. Cette petite puce, moi, je l'ai rencontrée donc, à son domicile. Toutes les séances se passaient à leur domicile. Ça a d'ailleurs été un frein pour moi. Effectivement, l'environnement était très petit. Cette jeune fille-là vit dans une toute petite maison, donc difficulté au niveau de l'espace pour mettre en place les exercices, avec systématiquement la présence à la fois de la maman, du papa et parfois aussi de la grand-mère. Beaucoup de distractions, difficile de retenir son attention sur des séances de 45 minutes, 1 heure, pardon. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de freins. On a quand même réussi à mettre en place les exercices. Et puis, sur les jours où il faisait un peu moins mauvais temps, on était en plein hiver, donc c'est difficile, mais essayer de sortir un petit peu de la maison pour faire quelques exercices à l'extérieur, pour essayer aussi de sortir un petit peu de cet environnement-là. Le but, en tout cas les 4 séances ont été essentiellement orientées autour de l'importance de la dépense énergétique. On a essentiellement travaillé autour d'exercices qui sollicitent le système cardio-respiratoire, en essayant d'inclure aussi une partie ludique. Pour les enfants, c'est vrai que c'est difficile de tenir une séance de 45 minutes, donc il est important vraiment d'inclure cette dimension ludique aux exercices. Voilà, donc à chaque séance, apporter aussi des nouveautés, des exercices différents pour éviter de faire toujours la même chose. Et à l'issue donc de ces 4 séances, j'ai laissé à cette petite fille et à la famille également comme un espèce de document avec des photos d'exercices pour que justement ces exercices puissent être répétés et surtout maintenus malgré le fait qu'on arrête ensemble les séances. Chose qui a priori a été fait par la suite, puisque quand Alice a revu cette jeune fille, a priori les exercices étaient suivis. Donc d'où l'importance, je pense en tout cas, vraiment de laisser des idées d'exercices à la fin de la prise en charge. Et je voulais aussi insister sur le fait, et on en a échangé récemment avec Alice, sur l'importance de parler de la place des écrans. C'est vrai que jusqu'à présent, ce n'est pas quelque chose que je faisais systématiquement, mais sur les prochaines prises en charge, dès le bilan, on va justement travailler autour d'un questionnaire sur la place des écrans à la fois pour les enfants et au global, plutôt dans la famille, tout simplement. Et donc, ça sera des notions qui seront réabordées à chaque séance, à la fois avec l'enfant, mais aussi idéalement en fin de séance avec la famille, de façon à vraiment faire un rappel global. Et puis, en fin de prise en charge, du coup, reprendre un petit peu ce questionnaire pour voir où on en est. Alors ça, soit avec moi ou peu importe avec Alice qui réalise bien souvent le bilan final. Mais voilà, vraiment insister sur la place des écrans, chose qui n'avait pas été faite, en tout cas pour ma part jusqu'à présent. Mais il va être important de le mettre en place pour les prochaines prises en charge. D'où l'idée d'évolution aussi au sein de l'équipe, d'où l'idée de coordination, d'où l'idée de se voir, de se rencontrer et effectivement de se rendre compte que moi, les écrans, j'en parle bien sûr au bilan d'adhésion. Après, j'en parle parce qu'à chaque rendez-vous, je fais une situation globale de où est-ce qu'en est l'enfant dans le parcours, mais remettre un peu cet accent écran par l'enseignante, l'éducatrice en activité physique adaptée, je trouvais ça plutôt un bon point pour que les familles puissent se dire, ok, là on parle écran, on parle activité physique, là on parle alimentation comportementale, là on va parler sensations, sensorialité, etc. Donc ça permet un peu de redispatcher ça et encore une fois de se coordonner entre nous. J'ai vu passer la question qui nous finance, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, on est du coup une maison de santé labellisée, conventionnée par la CPM, donc par l'ACI, l'accord conventionnel interprofessionnel. Donc on a des financements d'équipe tous les ans et donc c'est une décision d'équipe de budgétiser une enveloppe pour ce protocole, sachant que c'est pas tout gratuit, on demande quand même une participation à la consultation aux familles pour qu'il y ait quand même un engagement. Le tout gratuit, malheureusement, on l'a testé et ça marche encore moins bien.
Donc, voilà, donc il y a quand même une petite participation financière, mais la grosse partie, en tout cas toute la coordination est financée intégralement par l'enveloppe du pôle. Donc, le bilan d'adhésion, le bilan de fin de parcours, les réunions d'équipe une fois par an, toute la coordination qui peut se faire tout au long du parcours. Donc, alors là, nous, on est moins dans un échange sécurisé. Je rebondis sur Laurence tout à l'heure qui parlait d'application Globule. Effectivement, je me dis, tiens, c'est bien ça, Globule. Nous, du coup, on utilise WhatsApp. Beaucoup moins sécurisé, mais ça marche très, très bien. Donc, pour chaque... Alors, du coup, on a des numéros de dossier. Vous pensez bien qu'on ne parle pas de prénom, de nom de famille ou quoi que ce soit. On ne parle pas de numéro. Mais les échanges au long cours se font par ça, ce qui nous permet juste de savoir où est-ce qu'en est l'enfant et la famille au fur et à mesure. Mais en dehors de WhatsApp, tous les documents, les bilans d'adhésion de fin, tout ça est mis en place sur le e-parcours, sur la solution régionale de e-santé, voilà, utilisée par OBPT. Enfin, voilà, je dévie un peu, mais on utilise quand même un peu de logiciels sécurisés. Et je veux juste, Florence, si possible, de projeter la courbe et après, je vois leur tête, je laisserai la main. Juste pour montrer voilà, que moi, je prends le temps de retracer la courbe d'IMC lors du premier rendez-vous. Donc, je reprends tout le carnet de santé. Donc, on a un petit point en bas, un petit point d'interrogation là qui me pose question. Mais celui-là, je pense que c'est plutôt une erreur voilà, de retranscription sur le carnet de santé. Mais sinon, on voit bien, du coup, c'est global. On voit bien qu'il y a il y a un petit trou là sur quelques temps, là, sur 3 ans. Et on se rend bien compte, du coup, l'évolution du PAPS, où on a des points qui sont stabilisés. Donc, on a une jeune fille qui était à la limite du grade 3 obésité et qui arrive, du coup, dans le surpoids. Donc, voilà, juste en stabilisant l'IMC. Donc, pas besoin de perte de poids, si je peux dire. Elle a juste voilà, grandi un peu plus vite que sa prise de poids. Et du coup, c'est là où on revient sur la coordination d'équipe globale. Donc là, on a fait l'accent diététique avec les physiques adaptées, mais elle a aussi vu du coup la psychologue, l'ostéo, la podo et la psychomote. Donc, il y a quand même toute une prise en charge autre autour. Et l'infirmière azalée, je termine après, je te laisse la main, Florane. Nous, on a une infirmière azalée qui est arrivée dans l'équipe il y a très peu de temps, là, il y a un mois à peine, un mois et demi peut-être. Donc, c'est encore tout récent, donc le protocole a été déjà mis en place, évidemment, avant qu'elle arrive. Mais dans un autre enfant que j'ai pu prendre en charge, on a pu se coordonner avec une infirmière azalée d'une cabinet médical du secteur. Et du coup, j'ai pu voir l'enfant dans le cadre du parcours, on a pu faire du lien. Et en fait, à l'issue du parcours, faute de ressources financières, tout simplement, l'infirmière azalée a pris le relais, ou a voyé déjà les parents, donc elle a pris le relais avec l'enfant, donc elle fait vraiment des prises en charge familiales, avec du coup tout ce qui a pu déjà être dit en amont, mis en place en amont, pardon, dans le cadre du PAPS, et du coup on a fait du lien tout simplement. Donc voilà, donc ça permet aussi de se dire qu'on peut largement intégrer la coordination azalée parmi tout ça. Et du coup, ça complète la question qui a été posée dans le chat sur le remboursement des consultations diététiciennes à partir de 18 ans ou avec une ordonnance médicale. Donc, à l'heure actuelle, il n'y a pas de remboursement des consultations diététiciennes par l'assurance maladie. Certaines mutuelles peuvent rembourser certaines consultations ou une partie de certaines consultations. Donc, il faut voir avec les patients si leurs mutuelles peuvent leur permettre de bénéficier de ce remboursement. Et puis, donc, il y a une question sur MRTC, donc, qui est Mission Retrouve ton Cap. Et donc, via ce parcours Mission Retrouve ton Cap, qui, pour le coup, là, est financé par l'assurance maladie en cours de déploiement au niveau national, l'idée de ce parcours, c'est pour les enfants de 3 à 12 ans en situation de surpoids. Donc, ce n'est pas forcément pour les patients en situation d'obésité. Et ça ne concerne que les 3 à 12 ans. Mais en tout cas, dans les maisons de santé qui développent ce parcours, il y a des forfaits pour un bilan diététique, un bilan psychologique, et puis il peut y avoir un bilan d'activité physique adaptée aussi. Et il y a quelques consultations qui peuvent être prises en charge dans le cadre de ce forfait. Donc, s'il y en a qui veulent d'autres informations sur Mission Retrouve ton Cap, je vais me noter de le mettre des infos en plus en lien avec le replay. Et ça, donc, c'est en cours de déploiement en Pays de la Loire. Et ça n'est possible que dans les maisons de santé qui sont, entre guillemets, labellisées Mission Retrouve ton Cap. Et pour finir sur les enfants, effectivement, on les accompagne on accompagne pour aider à faire passer les kilos dans le centimètre. On n'est pas sur de la perte de poids, mais vraiment sur un objectif de stabilisation du poids le temps qu'ils grandissent. Et Floriane, tu voulais réagir, je crois. Oui, je vais juste refaire un petit point par rapport au budget, parce qu'effectivement,
il y a beaucoup de professionnels de santé qui se mettent un peu à la place du patient en se disant, ben, en fait, il est peut-être en situation difficile financièrement, mais ce qui est important, c'est quand même de ne pas se mettre à la place du patient et quand même de lui proposer, de lui laisser la chance, en fait, de pouvoir accéder aux soins, que ce soit les soins diététiques ou les activités avec l'enseignant en activité physique adaptée, avec le psychologue. L'idée, c'est peut-être que certains parents, en fait, ont envie de mettre ce budget pour la santé de leur enfant ou même pour eux-mêmes, hein, pour l'adulte. On a observé qu'il y a des patients, voilà, qui se disent peut-être qu'effectivement ils vont nous appeler et nous dire par contre voilà, j'ai un budget limité. Nous on s'adapte, on dit ok, on va essayer de faire en nombre de séances minimum pour que le budget soit accessible à la personne, mais ce qui est important, c'est de ne pas priver le patient d'un suivi, que ce soit diététique, psychologique, parce qu'on a peur qu'il n'accepte pas le financement. C'est peut-être aussi à nous, en tant que professionnels de santé, de savoir présenter l'importance du suivi pluripro et d'aller orienter le patient vers les professionnels dont il a vraiment besoin. Il faut se dire que chacun d'entre nous, en fait, on est un traitement à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on fait partie du traitement global du patient, donc on a possibilité d'agir auprès de lui et que s'il a envie d'investir dans cette prise en charge, même si c'est pas remboursé ou en tout cas que la mutuelle ne prenne pas de budget, il faut quand même lui proposer. Il a le droit d'avoir accès à ce soin-là. Donc voilà pour cette première partie, ces premiers cas cliniques. Et puis, on va du coup poursuivre avec le rôle du psychologue avec Olivia. Si tu es là, on n'a pas testé. Moi aussi, c'est bon. Alors, je crois que j'ai un problème avec ma caméra. Je ne sais pas si vous me voyez. Non. Non. Bon, je crois que ça sera sans caméra pour moi aujourd'hui. Donc, je me présente, je suis Olivia Corvet, je suis psychologue au CHU d'Angers. J'interviens dans le service d'endocrino pédiatrique. J'interviens principalement auprès des jeunes diabétiques et des jeunes obèses. Auprès des jeunes obèses, j'interviens et dans le cadre d'Obépédia. Je suis une des psychologues qui participe à l'inclusion des patients dans le programme. Et donc, on les voit pour l'inclusion, on les revoit 1 an après et on les revoit 2 ans après. Voilà, sachant qu'on n'est pas encore sur nos 2 ans. Là, on va les commencer en septembre, nos visites de 2 ans. Et puis sinon, j'interviens également en ambulatoire en lien avec l'équipe en fait, du service d'endocrino. Donc, les patients peuvent m'être adressés soit par les médecins, soit par notre IPA ou encore par les diététiciennes qu'ils ont pu rencontrer lors de leur prise en charge sur le CHU. Donc, le rôle du psychologue dans le cadre de la prise en charge du poids de l'enfant, on ne peut pas travailler avec l'enfant sans travailler avec les parents. Donc, on va aller étudier les aptitudes parentales, savoir eux quelles sont leurs difficultés en tant que parents, quelles sont l'image qu'ils ont de leurs enfants, etc., le discours qu'ils peuvent tenir, etc. Et on est là également pour aider l'enfant et l'adolescent à mieux comprendre les difficultés, à pouvoir s'accepter aussi tel qu'il est. Donc, il y a vraiment tout un travail autour de l'image de soi qui est fait. Il y a on va évaluer les différents signes de détresse psychologique ou les dysfonctionnements avec donc des évaluations approfondies. On a évidemment l'anamnèse, on fait de façon systématique des échelles de dépression et d'anxiété. On fait aussi passer, quand il n'y a pas la diététicienne dans la boucle, moi je leur fais aussi passer le DEBQ pour savoir un peu quelle est leur position par rapport, enfin leur relation avec l'alimentation. Et puis, je peux aussi demander des fois un complément neuropsychologique auprès de ma collègue Alexandra Touchard, qui est neuropsychologue. Et des fois, ça permet aussi d'entrer dans d'autres diagnostics, notamment tout ce qui est hyperactivité, etc., qui peuvent des fois poser question. Et en fonction de ces résultats, des fois, ça nous arrive aussi d'adresser vers des pédopsychiatres pour une évaluation plus précise et puis pour éventuellement des mises sous traitement pour certaines personnes.
Donc, l'objectif, c'est que le jeune ait un espace de parole. Évidemment, on ne peut pas travailler sans alliance thérapeutique, donc ça, on va le développer énormément. Et puis, je suis formée aux thérapies cognitives et comportementales, donc on va partir vraiment de leurs problématiques pour pouvoir avancer. Et on va essayer de comprendre le point de départ de certaines choses avec, on voit beaucoup de harcèlement au niveau scolaire autour de l'obésité. Et ça, dès l'âge primaire, finalement. En maternelle, ils sont encore à peu près protégés, mais dès la primaire, dès le CP, on a vraiment des enfants qui peuvent être stigmatisés, etc. Et du coup, j'ai travaillé sur leur rapport au corps, cette image corporelle qui va être vraiment abîmée à ces moments-là. On va aussi essayer de rechercher chez les adultes, on voit souvent qu'il y a eu de la maltraitance et notamment des violences sexuelles chez nos adultes obèses. Je dois avouer que depuis que je travaille dans l'obésité infantile, j'étais plutôt surprise puisque pour l'instant, je n'ai pas été trop confrontée à ces situations-là. C'est vraiment le harcèlement scolaire qui a posé problème. Et on a eu quelques situations de traumatisme avec Là, je suis en train de voir un jeune, là, depuis, je l'ai vu 2 fois. Son frère a eu un grave accident de la route. Donc, il a eu l'impression que son frère allait mourir. J'ai un autre garçon dont le papa est décédé, etc. Donc, on a quand même des situations de trauma qui viennent accompagner ces problèmes de poids bien souvent. Donc, l'objectif des premières séances, c'est vraiment analyser la demande du jeune, la demande des parents, le contexte familial, comprendre son rapport à l'alimentation, son rapport au corps, son rapport à soi-même, travailler sur l'estime de soi, etc., pour que ça puisse être, savoir quels objectifs on met en place. On se fait des synthèses entre nous puisque c'est beaucoup des patients qui sont pris en charge sur le CHU. Donc, régulièrement, on se réunit pour échanger sur les difficultés, sur les professionnels à mettre en place, puisqu'on a également une APA qui peut intervenir. Donc, du coup, en tant que psychologue, je participe à ces différentes réunions et on contribue du coup au projet de soins des patients. Voilà un petit peu pour le rôle du psychologue. Du coup, je te laisse enchaîner avec l'exemple de cas clinique. Ouais. Alors, je vous ai présenté un cas clinique de Louis qui a 10 ans, qui m'a été adressé justement par notre IPA. C'est un jeune qui parle hyper facilement. Sauf qu'il ne veut pas du tout évoquer le décès du papa. En fait, je suis informée de ça parce que l'IPA m'en a informée, mais sinon, lui, il ne m'en parle pas du tout dans l'anamnèse, et sachant que la maman est assez peu présente finalement. Je le vois souvent tout seul. J'ai réussi à faire une partie de l'anamnèse avec elle parce que notamment, j'aime bien demander le développement de l'enfant, etc. Donc, sur cette partie, elle était là, mais sinon, c'est vrai que c'est une maman que j'ai très, très peu vue. C'est un jeune qui décrivait, j'ai commencé à le voir au mois de mars, donc il décrivait quand même des difficultés d'endormissement, etc. Et du coup, j'ai mis en place de la relaxation. On travaille sur la contraction et la détente musculaire pour essayer d'apaiser un petit peu tout ça. On a travaillé aussi sur la modification des pensées qui pouvaient parfois être un peu irrationnelles. Donc, on a travaillé là-dessus. Et au moment où j'ai commencé à vouloir voir un peu plus la maman, parce qu'après des échanges, en fait, il y a eu une hospitalisation de jour, ce jeune-là. Et lors de l'hospitalisation de jour, la maman était présente et on a vu qu'il y avait quand même un problème de cadre parental. Et donc, j'ai proposé à la maman que je fasse une partie des séances seule avec Louis pour qu'on puisse avancer et qu'il puisse verbaliser parce qu'il est vraiment en demande. Et puis, j'ai demandé aussi à la maman du coup que l'autre partie, on la fasse tous les 3, voire des fois toutes les 2. Et à ce moment-là, la maman a cessé de répondre aux appels téléphoniques, enfin aux appels en visio.
et je n'arrive pas à la joindre depuis. Donc, je trouve ça un peu dommage, mais en fait, c'est ce qu'on voit souvent dans les prises en charge. Moi, je pars du principe que c'est important que l'enfant ne soit pas stigmatisé comme le problème de la famille, etc. Et qu'en fait, il faut que toute la famille se mette en mouvement pour que les changements puissent être durables, etc. Et en fait, c'est pas toujours facile pour les parents. Je pense que c'est une maman en plus qui, même si elle a été séparée du papa, bah, elle a elle aussi le traumatisme de ce décès à vivre. Et je pense qu'elle a un peu du mal à se positionner. Donc, on est à moins d'un an là, du décès du papa. Donc, elle a peut-être du mal à accepter, elle, l'idée du changement. Et du coup, c'est un petit peu compliqué de travailler avec le jeune sans que les parents puissent s'investir. Donc, du coup, c'est un jeune que je ne vois plus pour l'instant. Évidemment, ma porte reste ouverte, mais c'est vrai que pour ces jeunes en dessous de 13-14 ans, c'est compliqué de travailler seul avec eux. Voilà un petit peu pour une présentation. Alors, sachant que je suis dans l'obésité, enfin, je prends des enfants en charge sur l'obésité depuis assez récemment. Hein, c'est depuis, j'ai commencé en octobre. Donc j'ai pas, je commence à avoir des situations, mais pas en fait des situations très, très longues où il y a eu des suivis suffisamment avancés. Sur l'obésité, pour l'instant, je dois vous avouer que je ne travaille pas encore sur les TCA. Je laisse vraiment ça aux diététiciennes, où en fait, on fait un bon travail en collaboration. Moi, je vais vraiment venir travailler sur la gestion des émotions, sur l'image de soi et sur l'estime de soi. C'est vraiment les trois clés que j'utilise le plus parce qu'on est le travail d'équipe, il est hyper riche et du coup, on se complète bien. Et puis, c'est aussi parce que c'est un peu plus ma spécialité avec ma pratique que j'avais déjà chez les adultes en thérapie cognitive et comportementale. Super, merci. Super, merci. Et du coup, je n'avais pas précisé, et en fait, effectivement, tu es du milieu hospitalier. Et désolée, Julia, je vais couper ton micro, parce que je crois que ça résonne. Tu pourras réactiver ton micro sans souci, Olivia, mais ça résonne quand on parle à côté. Et du coup, dans le cadre du parcours au BPDIA, notamment, on a des psychologues qui ont intégré le parcours en prise en charge de ville et ça semble bien fonctionner, mais malheureusement, ils n'étaient pas disponibles aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que tu t'es chargé de faire cette présentation pour l'aspect psychologique. Mais effectivement, en ville aussi, il y a des prises en charge au niveau psychologique sans problème avec d'autres collègues. Il reste un petit peu de temps si certains veulent poser des questions, intervenir. Et puis, si vous souhaitez aussi, vous, les uns et les autres, rajouter quelque chose pour illustrer cette coordination pluripro, donner d'autres exemples de cas cliniques si vous le souhaitez. Ou pas. Floriane qui lève les yeux. En tout cas, moi, dans ce que j'ai retenu un peu à droite à gauche dans tout ce que vous avez dit, c'est vraiment l'idée d'avoir l'importance du discours concordant entre les uns et les autres pour avoir la complémentarité du discours et que le patient ne se sente pas perdu entre le discours de la diététicienne, de l'infirmière, du médecin, de la psychologue, de l'enseignante en activité physique adaptée, vraiment ce continuum dans les discours pour que le patient puisse avoir des messages qui soient appuyés par les uns et les autres. Le côté de l'alliance thérapeutique qui est très important et on en discute souvent aussi quand on parle d'OBPDIA, le fait que peut-être le patient parfois va se livrer plutôt à l'infirmière sur l'aspect diététique et donc, comment l'infirmière après peut faire le rôle avec la diététicienne sans perdre cette alliance thérapeutique. Pareil, on en parlait sur l'aspect psychologique, quand un patient va venir délivrer des informations qui relèvent plutôt de l'ordre du psychologue au sein d'une consultation de diététique, voilà, tout l'enjeu est de garder l'alliance en tant que diététicienne et de savoir dire au patient c'est pas dans mes compétences à moi, donc je t'oriente vers une collègue qui pourra t'accompagner sur ces sujets-là. Et donc vraiment, on voit bien que parfois, c'est pas forcément à la diététicienne que le patient va parler de conseils diététiques ou à la psychologue de ses soucis. Donc voilà, il y a vraiment cette complémentarité et le fait de pouvoir se transférer les informations et transmettre les patients en ayant confiance les uns les autres en tant que professionnels. Et donc, on avait refait, Floriane, tu avais refait ce schéma-là pour vraiment montrer
le rôle central du médecin qui permet de coordonner ce parcours et qui s'appuie vraiment sur l'infirmière azalée quand il y en a une, et puis le relais vers les différents autres intervenants en fonction des spécificités, des besoins des patients, de leurs attentes. Et donc, on voit bien la complémentarité entre tous les acteurs. Alice, tu voulais rebondir ? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà, ce n'est pas grave. J'aurais été en... Oui, vas-y, Floriane. C'est moi. Je voulais, c'était important pour moi de le dire, et je pense Floriane aussi, c'est que nous, en tant qu'infirmière azalée, on ne prend, enfin moi, en tout cas, pour ma part, et mes collègues que je connais de secteur, c'est important pour nous, on ne prend pas le boulot des autres soignants. Parfois, ça déborde un peu parce que le patient, mais moi, je n'ai pas l'impression de prendre le travail de la diététicienne ni du psychologue. J'essaye de réadresser dès que je peux et dès que je sens que c'est opportun. Après, je me dis, il y a aussi des patients qui viendront jamais voir nous, c'est même limite, voilà, on les a, mais parce que on est collé au médecin, hein, mais des fois, c'est des patients qui ne seraient jamais allés voir, qui ne seraient jamais fait soigner. Et on est étonné des fois au bout d'1 an, de dire, tiens, ça y est, il veut bien aller voir la psychologue, tiens, il veut bien aller voir la diététicienne, voilà. Ah, il veut arrêter de fumer. Vous voyez, enfin, c'est pas sur le surpoids, mais voilà, c'est un travail long et on essaye, en fait, ce qu'on veut, c'est détricoter un peu tout ça et de refaire un beau tricot correct. On en revient à la communication, quoi. Des temps de communication, des temps de réunion, des temps d'échange, normalement des applications sécurisées ou des logiciels sécurisés, ça on a quand même. Voilà, faut vraiment pas hésiter à parler, quoi. Et du coup, moi, c'est des choses des fois où je découvre au détour d'une réunion, dire ah oui, tiens, tu as pris en charge tel patient, ça aurait été bien qu'on échange en amont. Moi, je t'ai vu du coup il y a quelques années, donc j'aurais pu donner des éléments. Et puis l'idée, c'est pas qu'on voit tous les patients sur l'alimentation, encore une fois, tout le monde a des compétences, mais qu'il y ait l'échange en amont, qu'on puisse peut-être rediriger des fois des conseils, des discours et que ça soit bien compris derrière, quoi. Ouais, donc c'est ça ce que je voulais dire tout à l'heure aussi, Florence, c'était de prévenir le patient dès le début que on travaille en équipe, donc effectivement, il y aura de l'information qui va basculer, on demande toujours l'accord si on peut parler de telle et telle chose à tel collègue, hein. Ça n'empêche pas. Mais moi, je le précise bien dès le premier rendez-vous dans le cas du PAPS, on est une équipe, donc forcément, il y aura de l'échange. À Moidon, vous vouliez réagir aussi ? Oui, moi, je voulais préciser, c'est vrai que là, c'est par rapport à ce que tu disais, Alice, là, notamment au niveau des retours, il ne faut pas hésiter à faire des retours aux médecins, que ce soit par oral, voilà, on ne mange personne, et nous, au contraire, on peut aller dans le même sens, mais autant il faut qu'on sache ce qui s'est dit. Alors, c'est vrai que dans le cadre des maisons de santé, on espère avoir un peu de traçabilité, que voilà, pour que ce soit moins fastidieux, que chacun puisse mettre des transmissions dans le dossier partagé et que du coup, on puisse juste avoir à regarder. Mais c'est vrai que c'est le truc peut-être qui pêche encore un peu, c'est qu'on ait des retours sur ce qui se dit à peu près, sans forcément rentrer dans les détails, mais sur ce qui se dit et ce qui se fait pour qu'on puisse vraiment abonder dans le sens des paramètres, quoi. L'importance des comptes rendus qui soient effectivement tracés de façon informatique ou même sur papier quand on n'est pas forcément dans l'équipe. Et voilà, qu'il y a un compte rendu avec les objectifs déterminés avec le patient. Et c'est là aussi où finalement c'est hyper important dans l'équipe qu'on apprenne tous à se connaître pour savoir finalement comment les uns et les autres travaillent. Et puis peut-être envisager ensemble un parcours de soins et de savoir finalement où sont les compétences de chacun, les limites et à quel moment plus opportun on peut l'adresser. Après, forcément, c'est le patient qui est acteur et qui est décisionnaire, hein. Donc, on a beau, voilà, Valérie, elle va dire à plusieurs de ses patients, ce serait bien d'aller voir la diététicienne. Et pour autant, ils ne se saisissent pas encore le moment parce qu'ils ne sont peut-être pas prêts, tout simplement. Mais voilà, l'importance de savoir aussi chacun où sont nos limites. Ça, voilà, c'est important. La notion de parcours, hein. J'aime bien moi cette idée-là. La notion en tout cas, quand on travaille en équipe, on crée des parcours, on crée du fléchage, on crée, voilà, et comme ça, on sait où on va, on sait qui fait quoi. Et il n'y a pas cette histoire un peu, voilà, est-ce que si je ne suis pas allée trop loin, est-ce que j'ai pas dit des choses du coup qui n'étaient peut-être pas forcément très intéressantes, très bien. Enfin voilà, au moins, il y a plus de problème quoi, quand on fait des parcours. Émilie, vous souhaitiez rebondir, réagir ? Je voulais juste rebondir justement comme Valérie sur le fait qu'en fait on est là vraiment pour réorienter et on n'a pas du tout la prétention de prendre le rôle d'autres professionnels de santé, mais qu'on permet de faire du lien et puis de
fait, d'aller un petit peu en amont en fait du suivi. Par exemple, j'ai l'exemple moi d'un enfant que j'ai suivi comment pour justement surpoids. Et en fait, le médecin avait bien repéré voilà des fragilités, mais par manque de temps aussi, que du coup il a fallu prendre contact avec l'infirmière scolaire. On a travaillé avec l'enfant seul, puis avec sa maman. Et après, je l'ai orienté vers une psychologue où là, justement, ensemble, ils ont retravaillé en fait l'estime de soi. Et puis, du coup, il a stabilisé sa courbe de poids. Et puis, voilà, parce qu'il y avait un absentéisme aussi scolaire. Donc, en fait, on a travaillé ensemble, donc autour du patient. Donc, c'est ça qui est intéressant, en fait. Et si j'ai bien compris, vous êtes infirmière, du coup. Ah oui, oui, pardon. Je suis infirmière à Zalé, à Trélières. Okay. Donc, on voit bien la complémentarité et puis la possibilité d'orienter vraiment vers les professionnels qui sont adaptés en fonction des besoins. Et du coup, juste avant de terminer, j'avais rajouté une petite slide parce qu'on a beaucoup parlé de partage d'infos de manière sécurisée. Et donc, effectivement, nous, à l'Astra Nutrition, on a pu développer un outil pour se coordonner autour de la prise en charge de l'obésité pédiatrique. Donc, il est accessible pour tout professionnel qui souhaitent accéder au parcours. Alors, il a des qualités, il a aussi certains défauts, mais l'idée, c'est que vous puissiez déposer sur ce dossier patient qui est donc sécurisé tous les comptes rendus que vous souhaitez. Vous pouvez déposer des notes. Alors, ça peut être vos notes de consultation que vous pouvez importer en PDF ou mettre des notes assez simplement sur le dossier. Vous pouvez aussi saisir les données de constante pour pouvoir avoir un suivi partagé des données de constante. Et puis, voilà, mettre des notes de suivi. Et donc, il y a une messagerie sécurisée instantanée qui devrait bientôt passer en appli mobile pour éviter parfois les WhatsApp. Donc ça devrait arriver prochainement. Il y a déjà une version qui est disponible, mais qui n'est pas tout à fait aboutie. En tout cas, en septembre, il devrait y avoir la version appli mobile qui devrait fonctionner de manière plus correcte. Et donc ça, c'est pour la pédiatrie. Et comme ça a bien fonctionné, qu'on a eu des demandes aussi, notamment des diététiciennes du 85, on va avoir ce même outil qui va être développé pour l'obésité adulte. Donc, même outil, ça veut dire même identifiant, mot de passe, etc. C'est vraiment un outil régional qui est porté par le GRAD. Et donc, il n'y a qu'une seule plateforme. Enfin, vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs identifiants pour accéder aux différents parcours. Donc, pour ceux qui souhaiteraient plus d'informations, je mettrai en lien avec le replay. Je me le note aussi. Outils Cordo. Et donc, ça peut vous permettre d'avoir des outils pour partager. Donc, au sein des MSP, souvent, vous avez déjà vos logiciels, mais entre différentes structures, la ville et l'hôpital, ou même entre une MSP et la diététicienne qui serait dans un autre cabinet à l'extérieur, ça peut vous permettre de vous coordonner de manière sécurisée.